bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Après un épisode au format inédit en immersion, que je vous encourage à foncer écouter si ce n'est pas déjà fait, voici un nouvel épisode où je vous présente Anaïs, qui est accompagnée au quotidien par Mozart, un beau Saint-Pierre de la Fondation Frédéric Gaillan. C'est suite à la perte brutale de sa vue, encore très jeune, qu'Anaïs a découvert les chiens guides, et en tant qu'amoureuse des chiens, elle a tout de suite su qu'elle en voulait un pour l'accompagner. Mais comment être guidée par un chien guide dès l'âge de 12 ans ? Et quel chamboulement cette compagnie lui a-t-elle apporté, en plus de l'aide au guidage ? Que ce soit avec sa première chienne guide Ify ou Mozart aujourd'hui, Anaïs nous raconte la confiance en soi et l'ouverture au monde que lui ont permis ces deux chiens guides, alors que l'absence brutale de sa vue lui avait fait perdre tous ses repères. Elle revient aussi sur les moments forts et la grande famille que représente pour elle la Fondation Frédéric Gaillan, qui remet tout spécifiquement des chiens à des enfants de 12 à 18 ans. Et maintenant, place à l'épisode. Eh bien, bonjour Anaïs. Bonjour Estelle. Je suis hyper ravie d'échanger avec toi ce soir parce que du coup, c'est un contexte un peu particulier. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Anaïs, je suis non-voyante depuis 9 ans. J'habite près de Rennes et je suis étudiante en BTS agricole. Et avec moi, du coup, j'ai mon chien guide Mozart. D'accord. Donc tu nous dis, si on veut reprendre un petit peu le fil de l'histoire, tu es non-voyante depuis que tu as 9 ans ou depuis il y a 9 ans ? Il y a 9 ans. Alors, comment ça s'est passé les premiers pas pour toi ? Comment tu as du coup découvert ta malvoyance peut-être ? Alors moi c'est un peu compliqué parce que du coup en fait mon papa travaille dans les chantiers maritimes. Ouais. Du coup on était en expatriation au Maroc et là-bas j'ai fait une encéphalite virale aiguë post-inflammatoire. Bon, une maladie se tirer les cheveux. Mais en fait c'est une maladie auto-immune qui a détruit mes nerfs optiques et en fait comme c'était une maladie très douloureuse, ils m'ont plongée dans le coma et en fait c'est en me réveillant où j'étais non-voyante. Donc je suis passée de voyante complète à non-voyante complète. Donc t'étais voyante pendant ces 9 premières années. Et je suis non-voyante depuis 9 ans. D'accord. Et comment ça s'est passé pour toi les premiers temps de cette non-voyance ? J'imagine que ça a dû être un peu rude quand même. En fait, surtout ce qui était compliqué, c'est que... alors déjà, en plus, au départ, j'étais à l'hôpital, donc un peu loin de tout le monde. Puis à 9 ans, quand les médecins clairement t'expliquent que t'as perdu la vue, c'est pas très compréhensible. Tu comprends pas trop. En plus, nerf optique, c'est clairement un mot... T'avais jamais entendu. Voilà, c'est ça. Et après, en plus, du coup, moi, le fait d'être alitée et tout, j'ai dû passer dans un centre de rééducation parce que je ne pouvais plus marcher. Sauf que là-bas, pareil, c'est plutôt des handicaps moteurs qu'il y a. Donc, j'avais personne à qui me confier sur le fait d'être aveugle. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, ce qui m'a fait un peu du bien, c'est quand je suis rentrée à l'école au centre Angèle-Vanier à Rennes pour non-voyants, malvoyants. Et donc, du coup, j'ai pu enfin rencontrer des gens qui avaient des problèmes visuels et avec qui, du coup, j'ai pu enfin échanger et comprendre que j'étais pas la seule touchée par ça et que, du coup, il y avait des jeunes de mon âge avec qui je pouvais en parler, jouer avec, où on se comprenait quoi, parce que du coup ce qui est normal mais mes amies qui étaient voyantes, au départ elles savaient pas trop comment s'y prendre, puis trouver des jeux adaptés c'est compliqué. Bon après quand on est petit on trouve toujours des solutions, parce que clairement dès qu'on pouvait être à deux du coup mes amis m'emmenaient, il y avait aucun souci. C'était le temps de rencontrer des gens en fait dans la même situation pour pouvoir en parler, ça a été dur. Après, oui, tu t'es rendu compte du coup que t'as pu avoir des échanges tout simplement avec d'autres personnes. Et donc là, ça a commencé à ouvrir un petit peu le champ des possibles pour toi. Et avec cette nouvelle composante, on va dire, dans ta vie qui n'était pas forcément prévue. Même pas du tout. Et comment ça s'est passé du coup Tu nous as parlé de ce centre à Rennes où tu allais.
Mais je crois aussi que dans tes jeunes années, tu t'es rapproché des chiens guides. Comment t'as découvert, est-ce que tes parents connaissaient le mouvement chien guide ou est-ce que toi, t'en avais déjà entendu parler? Comment c'est arrivé dans ta vie? Bah alors du coup, mes parents ont découvert clairement le handicap en même temps que moi, parce que bah du coup, comme en plus, ça a pas du tout été progressif, ça a été un peu une découverte pour tout le monde. Et en fait, je suis arrivée au centre en novembre 2012. Et en fait, du coup, à la fête de l'école juin 2013. Du coup, la fondation Frédéric Gaillan est venue pour présenter les chiens guides. Donc, il y avait une éducatrice avec un chien et du coup, moi, fan des animaux, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir. Ouais. Ce qui fait que j'ai pu tester un peu de marche avec. Puis là, j'ai regardé mes parents en disant j'en veux un. Okay. Donc, on en a discuté avec l'éducatrice qui m'a dit que je pouvais venir faire un stage découverte déjà pour faire une journée avec un chien et me rendre compte de ce que c'était. Parce que du coup, j'étais vraiment jeune, j'avais 10 ans, donc c'est quand même pas rien d'avoir un chien à 10 ans. Oui, et puis on rappelle que dans le cadre... Donc on a déjà fait un épisode 28 avec Bérénice sur la Fondation Frédéric Gaillan. Et on le rappelle, la Fondation Frédéric Gaillan remet des chiens à des enfants entre 12 et 18 ans, ce qui veut pas dire qu'on commence avant la sensibilisation, l'approche du chien guide auprès de la Fondation. Et c'est ce que toi tu as fait, du coup, dès tes 10 ans, on t'a dit tu peux venir faire une journée pour apprendre un peu plus si ça pourrait te convenir. C'est ça l'idée ? C'est ça, découvrir puis me rendre compte, parce que c'est vrai que... moi, à 10 ans, je voyais un chien, c'est un chien. On voit pas derrière tout ce qu'il y a, le temps quand même qu'on doit lui consacrer à aller jouer. Puis c'est quand même un chien de travail, donc ça veut dire qu'il faut avoir des déplacements et il faut aussi prévoir de se déplacer. Puis à 10 ans, tu te déplaces quand même rarement seul. C'est plein de choses comme ça. Puis même, t'as l'histoire de ramasser les besoins. Pour moi, c'était un peu mes parents qui allaient le faire. C'est pas le truc où tu réalises tout de suite. J'ai fait mon premier stage, donc qui s'est très bien passé. Donc en février 2014, puis ils m'ont dit que je pouvais revenir pour faire une pré-classe d'une semaine, donc aux vacances de la Toussaint 2014, où du coup j'ai retesté un chien avec qui ça s'est très bien passé. Clairement, j'ai juste adoré. Ouais. Donc ça c'est tout de suite ça a été. Comme j'allais avoir 12 ans en mars 2015, que je pouvais venir à la classe de juillet 2015 pour avoir du coup ma première chienne guide. Que j'ai eu le 19 juillet 2015. Donc, à tes 12 ans et quelques. C'est ça. On t'a remis, en tout cas, ta première chienne guide. Oui. Qui était de quelle race et qui s'appelait comment ? Alors, c'est un labernois, donc le labrador croisé bouvier-bernois. Elle s'appelait Ify et elle avait 2 ans. Donc, labernois, en termes de couleur, c'est du noir et du blanc. Ça ressemble quand même pas mal au bouvier-bernois. Alors moi, c'était même pas ça, elle était sable. Elle tenait vraiment que du labrador. Voilà, c'est ce qui me semblait. J'ai vu des photos d'elle et toi, puis on en remettra sur l'article de l'épisode. On imagine souvent plus noir et blanc, mais non, la tienne, Ify, était complètement sable. Oui, après ils sont généralement noirs, parce que moi je vois par exemple on était 9, et sur les 9, on avait quand même que 2 de sable. Donc c'est quand même, beaucoup plus fréquent des noirs avec la tache blanche au niveau du poitrail plutôt que sable. Donc toi, tu as eu Ify. À 12 ans, tu en étais où au niveau scolaire, du coup ? Je rentrais en 5e. Donc tu as fait ta rentrée en 5e. Avec Ify. Avec Ify. Comment ça s'est passé les premiers temps ? Est-ce que tu avais fait un peu de préparation au niveau du collège ? Comment ça s'est organisé ? Du coup, j'avais prévenu mon collège. Eux, ils avaient aucun souci, juste un peu d'appréhension que le fait que y a un chien, ça fasse un peu de perturbation en classe, ce que je peux comprendre. Ils ne connaissaient pas du tout le monde des chiens guides non plus. Je les ai prévenus. Ils ont aussi fait un mot pour la rentrée suivante où j'arrivais avec Ify pour prévenir tous les élèves qu'il ne fallait ni la toucher, ni la caresser, ni l'appeler, ni donner à manger. Que c'était un chien de travail et qu'elle m'accompagnerait, mais qu'à aucun moment... c'était clairement un animal de foire, quoi. Il y a aussi à la rentrée une éducatrice de la fondation qui est venue pour le redire, pour que tous les élèves le sachent. D'accord. Par contre, dans ma classe, le premier jour, j'ai lâché pour que quand même elle aille voir un peu tous les gens qui allaient être dans ma classe et qui allaient m'accompagner toute l'année. Que eux puissent quand même la voir. Surtout que dans ma classe, j'avais quand même 3 personnes qui avaient une phobie des chiens. Et bon, il y en a une, c'est passé.
Il y en a une, pas du tout. C'est vraiment une rentrée, enfin, les élèves étaient vraiment hyper contents et ont respecté franchement super bien. Donc tu as fait une rentrée en bonne compagnie. C'est ça. Il y a eu quand même tu nous disais, une présentation, une sensibilisation un petit peu officielle avec une personne de la Fondation Frédéric Gariane. Oui. Je pense que ça a dû aussi un peu officialiser le fait que c'était dans un cadre, un processus. Et c'est vrai que l'appréhension, alors moi j'ai la même quand j'ai des chiens en relais, mais les gens pensent toujours que ça va perturber. Bon là on a Mozart, on en parlera après, qui dort allègrement et qui ne nous perturbe pas nos journées en ce moment. On peut comprendre qu'il y a cette appréhension-là en tout cas, qui au final n'est pas justifiée. Et je pense que ça s'est prouvé dans le reste de l'année avec Kifi à tes côtés, et ça n'a pas forcément bouleversé l'ambiance de la classe, ça n'a pas mis trop le bazar. Ah non, même au bout d'un mois, ils me l'ont dit clairement, ils font bon, on est désolé pour tout ce qu'on a pu dire au niveau appréhension, parce que ils étaient même contents qu'elle soit là, parce que au final, elle détendait la classe, parce que par exemple, quand on suspirait des choses comme ça, c'est des choses au début auxquelles on n'est pas habitué, donc tout le monde rigolait. Ça détendait vraiment la classe, et ils étaient même plutôt contents de ce que ça pouvait apporter à la classe, que au final les perturbations sur lesquelles pensaient que ça allait avoir, quoi, et qu'il n'y en avait pas du tout. Ouais, donc ça avait un effet positif. C'est ce que je dis, je crois que je l'ai déjà raconté une ou deux fois, mais bon, je vais radoter alors. Les premières fois où copain avait emmené des chiens en relais dans l'open space, puisqu'il l'était à l'époque, ça avait un peu été la même chose, parce qu'en fait déjà le chien dormait, et puis au final ça avait un peu calmé les collègues, parce qu'à la première balle que d'habitude ils se lançaient les uns les autres, au premier rebond, tu imagines la situation, il y avait la miss qu'on avait en relais qui était intervenue, et qui alors dormait normalement derrière Clément, et ça avait été assez rigolo, et finalement ça avait un peu calmé le jeu de balle, on va dire, parce qu'il y avait quelqu'un de plus réactif tout simplement. Et ça avait été assez rigolo de voir comment ça se faisait, etc. Et qu'est-ce que ça a changé? Tu as vu une différence entre ta classe de 6e, non accompagnée d'un chien guide, et ta classe de 5e, dans ton quotidien, par exemple? Alors, sur ma classe, non, mais sur mon comportement à moi, oui. Parce que, au départ, quand même si ça m'a fait du bien d'avoir, du coup, eu des échanges avec des personnes non-voyantes, je m'étais vraiment beaucoup renfermée sur moi, et j'étais pas très sociable, clairement, faut le dire. J'étais un peu, dès qu'on me proposait de l'aide, je repoussais les gens, parce que pour moi, c'était en mode, ok, il veut m'aider, soi-disant parce que je peux rien faire, alors que, c'était gentiment, et que clairement, quand on tombe non-voyant, on peut pas tout savoir faire du premier coup. Donc en fait, c'est surtout sur moi que ça a eu vraiment un gros impact, on peut le dire, parce qu'en fait, j'ai vraiment réappris à m'ouvrir aux gens, à oser aller en parler, même oser parler du handicap, parce que ils venaient me parler du chien. Je me suis rendu compte que de toute façon, il fallait bien que j'apprenne à vivre avec mon handicap, parce que je l'aurais à vie. Et du coup, c'est vraiment sur moi que ça a eu un impact vraiment très positif, parce que j'ai appris à me réouvrir aux gens, à oser en parler, à oser me balader, clairement, parce que avant, en plus, avec la canne, j'aimais pas du tout le regard. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est ça. Tu as eu quand même une canne, une pré-canne. Comment ça s'est passé pour toi quand t'as perdu la vue? Est-ce que c'était plutôt non, pas du tout? Enfin, en général, c'est plutôt ça, mais comment tu l'as vécu, toi? C'était non, pas du tout, mais en même temps, pas le choix. Donc, c'est un peu ça en général. c'est un peu le souci, parce que je disais non, pas du tout, mais je voulais continuer à voir mes amis, et voir des amis sans pouvoir se déplacer, ça devient quand même compliqué. Donc le non, pas du tout a fait que j'ai pas eu le choix, mais par exemple, si j'allais en magasin, je l'arrangeais, j'osais pas, je me sentais mal, les gens, je trouvais qu'ils me regardaient pas bien, je me sentais vraiment pas à ma place, donc je la sortais pas. Alors que là, vraiment, avec le chien, j'étais contente de sortir, de montrer que, ma chienne, elle savait bien travailler, que je pouvais faire des trajets, me déplacer toute seule, que j'étais autonome, de montrer à mes parents que j'en étais capable, alors que, à la canne, je l'aurais jamais fait, parce que d'une, j'aimais pas le regard, je me sentais pas du tout rassurée toute seule, que là, le chien, en fait, il me rassurait énormément. Alors que pourtant c'est nous qui donnons les directions, donc si on se gourde de direction, dans tous les cas, on sera perdu. mais sauf que vraiment d'avoir ma chienne, en fait, elle a appris à me donner confiance, et du coup à me montrer que j'en étais capable. Donc ça a vraiment été un gros effet positif pour moi, parce que j'ai vraiment appris à me faire confiance, puis à accepter le handicap, alors qu'avant, vraiment pour moi j'ai le nombre de personnes que j'ai repoussées, mais vraiment méchamment. Il y a même des gens qui m'ont dit, il y a vraiment eu un gros changement entre le avant et le après du chien. C'est vraiment flagrant. C'est vrai que là, parmi les invités, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, la canne, c'est vraiment quelque chose qui peut être une hantise.
Et de toute façon, le regard de la société, on va dire, enfin, sur quelqu'un avec une canne, n'est pas le même que sur quelqu'un avec un chien. Tu l'as vu et tu es passé peut-être de la fille à la canne à la fille au chien. C'est exactement ça. Ouais, je crois que Bérénice m'avait témoigné la même chose en disant qu'au final, ça prend le pas sur le handicap alors que c'est du fait du handicap que tu étais accompagnée. Oui, mais je dirais même qu'en fait, j'osais sortir parce que j'étais fière de ma chienne. C'est même pas de moi au final, mais vraiment fière de ma chienne, de ce qu'elle sait faire, ce qu'elle pouvait m'amener. Enfin, pour moi, c'était une fierté de l'avoir elle parce qu'elle était, mais j'étais vraiment impressionnée. Alors que pourtant, montrer un passage et tout, mais à chaque fois qu'elle me le montrait, j'étais trop contente parce que waouh, elle sait le faire. Alors que c'est quand même impressionnant, je trouve. Et du coup, même moi, j'étais fière d'elle et il y a vraiment une fille avant et après, parce qu'en fait, c'est d'elle dont j'étais fière et du coup, ça a vraiment changé. Puis du coup, j'osais en parler. Enfin, quand les gens venaient me parler d'elle, ça ouvrait vraiment la discussion. Alors que la canne, c'est un peu compliqué d'aborder quand même. Enfin... Ouais, et Karen nous disait dans l'épisode 13 qu'elle avait essayé de mettre des strass un peu sur sa canne, mais que ça n'avait pas du tout le même effet que sa jolie Miami, soit son berger allemand qui la guidait, sa chienne guide. Mais bon, elle avait tenté. Donc au final, à 12 ans, tu es rentrée en 5e. Du coup, est-ce que tu as peut-être fait les trajets de manière beaucoup plus autonome ? Alors, les trajets beaucoup plus autonomes. Après, moi, j'habite en campagne, donc j'avais pas le choix que de prendre un taxi pour y aller. Mais il y a quand même des trajets, par exemple, pour aller de mon collège au centre pour des rendez-vous. Du coup, j'ai pu les faire seule. Puis ça rassure aussi mes parents de savoir qu'il y avait la chienne avec moi et que j'étais pas toute seule lâchée en pleine nature. Voilà, ça les a quand même beaucoup rassurés aussi. Donc c'est vrai que déjà, ça m'a permis de faire ce déplacement que je n'avais jamais fait auparavant. Je m'en sentais pas capable et je ne voulais pas le faire du coup. Ça m'a permis de faire certains trajets, puis même du coup, accompagnée de mes amis, de pouvoir me déplacer vraiment seule et de pas les tenir au bras comme je faisais avant, quoi. Oui, d'être autonome dans ton déplacement grâce du coup au guidage de Ify qui faisait ça magnifiquement bien, j'imagine. C'est ça. Donc vous avez passé de 12 années avec Ify. Comment ça s'est passé ? Elle t'a accompagnée pendant le collège, peut-être un peu après ? Alors elle m'a accompagnée donc tout mon collège et elle m'a accompagnée vraiment au tout début de mon lycée parce que Ify est décédée le 3 novembre 2018 et je suis rentrée en seconde en septembre 2018, donc c'est vraiment le tout départ parce qu'elle m'a fait un cancer fulgurant de la rate, donc elle est décédée en 15 jours. Mon Dieu. Donc c'est pour ça, ça a été un arrêt un peu brutal. En gros, elle m'a guidée les 2 premiers mois et pendant les vacances de Toussaint, tout s'est stoppé d'un coup. Ça a dû être très très dur cette épreuve. Ça a été très dur parce que, en plus, étant ma première chienne, j'avais une très très forte relation avec elle. Je l'emmenais partout. Le seul endroit où elle me suivait pas, c'est à l'équitation parce que je voulais pas lui faire prendre le risque de justement se faire botter par un cheval ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment le seul endroit où elle me suivait pas. Sinon, elle faisait tout avec moi et je n'allais même plus à la piscine parce que je pouvais pas l'emmener. Enfin, je faisais vraiment, je faisais tout pour être avec elle. Pendant une semaine, clairement, je n'ai pas pu aller en cours. J'ai perdu des kilos, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Enfin, ça a été vraiment violent. Le médecin a dû me mettre sous médicaments pour vraiment essayer de me faire remonter à pente parce que du coup, j'avais des carences. Enfin, c'était un peu catastrophique. Mais en même temps, c'est normal. C'est une épreuve qui est pas facile. C'est ça. Tu étais quand même jeune, et jeune ou moins jeune, ça reste une épreuve compliquée. Comme tu dis, c'est la première chienne guide. Voilà, il y a toujours, et puis tu l'as si bien dit, il y a un avant et un après. Donc, Vraiment, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un très très gros soutien et de ma famille, et de mes amis, et de la fondation, qui m'a vraiment permis de... alors, ça n'a pas mis l'épreuve moins douloureuse parce que ce n'était pas possible, mais qui m'a permis de remonter plus facilement la pente et qui m'a permis de retrouver le sourire quand même plus rapidement et de me remettre sur le chemin pour avoir un nouveau chien parce que clairement dans ma tête c'était pas possible et sans leur soutien à eux tous, de toute façon j'en aurais pas été capable parce que dans ma tête c'était Ify et personne d'autre quoi. Donc franchement leur soutien a été vraiment... il était indispensable pour que je remonte la pente et que ça aille mieux parce que en plus en 15 jours c'est vraiment très brutal donc c'est et puis à 15 ans 15 ans et demi c'était un peu difficile de voir sa chienne souffrir comme ça. Je savais de toute façon que j'étais inutile, un cancer on sait très bien qu'on peut rien faire. Oui mais bon c'est voilà rationnel, quoi. Voilà donc ça a vraiment été
une dure épreuve, mais enfin, je remercie vraiment la fondation, ma famille et mes amis d'avoir été là, parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de remonter après son décès. Donc ça, c'était au début de ton lycée? C'est ça. Grosse épreuve à l'entrée, du coup, pour toi. Tu as remonté la pente en quelques mois quand même, parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Non. Ça a été sur le parcours scolaire, c'était un peu perturbé aussi, peut-être? Bah, il était pas pas fameux, on va dire. Pas exemplaire, voilà. cette partie-là. Fallait mieux prendre exemple sur quelqu'un d'autre, on va dire ça comme ça. Mais c'est normal. Oui. C'est une situation de deuil, hein, de toute façon. C'est vrai qu'on parle pas souvent des deuils vis-à-vis des animaux, mais ça reste quand même... surtout avec la relation hyper fusionnelle que tu avais avec Ifé. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pour toi ensuite? Donc tout le monde t'a remis un peu le pied à l'étrier? C'est ça. Parce que du coup, moi, je leur disais que je ne voulais pas de chien. Ouais, c'est souvent ce qu'on entend, hein, que le premier, souvent, est-ce qu'il est irremplaçable ou pas? C'était un petit peu ta question, j'imagine, à l'époque. C'était même pas une question, c'était irremplaçable. il y avait pas de question à se poser, c'était non. Et du coup, oui, mes amis, ma famille m'ont dit clairement, mais Anaïs, de toute façon, tu ne peux pas vivre sans chien, c'est clair, c'est net, tu vis pour les animaux, donc va falloir que tu t'y remettes. Puis la fondation m'a appelée, m'a beaucoup soutenue, m'a dit, mais tu sais Anaïs, on t'oblige pas à en reprendre un, mais viens au moins faire une pré-classe, enfin revoir des chiens, remarcher avec. Ils me font, après on verra ce que tu en dis, on t'oblige pas, mais en fait tu devrais tester. Puis à force de parler avec la fondation, ils ont quand même réussi à me convaincre. D'accord. Ce qui fait que je suis allée faire une pré-classe au mois d'avril du coup 2019. Les 3 premiers jours, très durs, parce que forcément, même si ça faisait 6 mois que ma chienne était décédée, revoir un autre chien, j'en avais pas revu entre-temps, j'avais pas remarché au harnais entre-temps, donc c'est forcément, j'avais Ify en tête, donc ça a été très dur. Et j'ai craqué sur l'une des chiennes que j'ai testées, et qui m'a fait me rendre compte que oui, effectivement, ça allait être difficile de vivre sans chien. Donc j'ai dit à la fondation que j'étais partante pour revenir, pour du coup avoir un nouveau toutou, et qui partage ma vie de nouveau jusqu'à... le plus longtemps possible, jusqu'à temps qu'ils peuvent. C'est pour ça que je suis allée à la classe de juillet 2019. Donc là, t'étais un peu à nouveau ouverte, en espérant trouver un peu le coup de cœur qui prendrait la suite, même si on n'oublie pas les premiers, hein, dans tous les cas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette classe de juillet 2019 ? Donc du coup, j'ai testé plusieurs chiens. Il y avait Mozart dans le lot. Que nous avons à nos pieds. Qui était là. Et donc du coup, avec Mozart, on a eu un peu de mal au départ parce que lui a un petit peu de caractère. J'ai aussi mon caractère. Mais ça s'est vite fait. Franchement, c'est une vraie boule d'amour. Donc qui est très têtu, donc faut lui tenir tête. Mais c'est vraiment une vraie boule d'amour qui m'a donné son amour tout de suite, qui m'a montré qu'il était là. C'est vite devenu inséparable de nouveau. J'ai eu mon premier chien, j'ai mon deuxième chien. Et chacun, c'est des histoires différentes. Mais tous les deux comptent énormément. C'est mes deux gros doudous. Et donc ce gros doudou Mozart, pour le coup, il est pas de couleur sable. Pas du tout. C'est un Saint-Pierre. Oui. Donc Saint-Pierre, on reprend un peu la filiation du Saint-Pierre, c'est 2 labernois croisés ensemble. C'est ça. Et donc on disait labernois, si on remonte encore, les grands-parents étaient du coup un labrador et un bouvier bernois de chaque côté. C'est ça. Et donc il est... c'est un gros nounours, comme tu dis, un gros doudou, tout noir, avec le poitrail et le bout des pattes même, pour Mozart, bien blanc. Et la queue, le bout de la queue. Et le bout de la queue, en effet, bien blanc. Ça a été une nouvelle aventure. Tu as fait ta rentrée de première. C'est ça. Avec lui, en 2019. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était différent ? Déjà, c'était différent parce que la mentalité est différente du collège. Elle est complètement... Puis c'était un plus grand établissement parce qu'au collège, on était 500, là, on était 1200. Donc forcément qu'au niveau présentation, c'était pas pareil. Alors, il n'y a pas eu une aussi grande... présentation qu'à mon collège parce que ça s'y prêtait pas forcément. Non, et puis ils avaient quand même connu Ify et même si c'était que 2 mois. Et tu sais, il y avait un chien d'assistance pour une personne en fauteuil roulant. D'accord. Donc ils savaient quand même parce que c'était un chien de travail qu'il ne fallait pas le caresser, l'appeler. J'ai pas du tout eu de soucis. Et il a même plutôt été super bien accueilli parce que
Mozart, c'était la mascotte, hein. Tout le monde lui disait salut de loin, donc il disait salut Mods. Il savait que c'était lui. Bon, après il disait juste ça, donc Mozart se retournait pas, mais en fait tout le monde connaissait son prénom. Puis j'étais un peu optionnelle à côté, hein. Mais du coup non, c'était une vraie mascotte. C'était la mascotte du lycée. Il est venu se coucher à côté de moi. Le gros doudou vient chercher des caresses. Donc cette rentrée finalement en première, plutôt douce, en bonne compagnie. Oui. Et donc tu as poursuivi tes études premières, terminales. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Alors moi, on va le dévoiler un peu après, mais j'en sais un peu. Parce que tu as poursuivi après ton bac, du coup, vers des études supérieures quand même. C'est ça. Donc actuellement, je suis en première année de BTS Axe, analyse conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Et du coup, mon souhait, ça serait de monter un élevage de chèvres pour faire du fromage fermier. Si possible, j'aimerais aussi développer un élevage équin. Voilà, et donc on est ensemble aujourd'hui, mais aussi les quelques jours qui arrivent, puisque tu es rentrée dans ma vie aussi professionnelle. Il y a quelques mois, puisque je t'avais croisé, je t'avais manqué d'abord sur un salon, où j'ai eu l'occasion d'avoir une photo d'une collègue qui m'a dit « Oh, il y a un chien guide sur le stand !» Et j'avais déjà quitté le salon pour d'autres obligations professionnelles, et nous ne nous sommes pas manqués au deuxième rendez-vous où tu étais aussi avec ta classe, et donc j'ai eu l'occasion de te rencontrer, de rencontrer Mozart, et puis du coup après on a échangé. Et c'est vrai que c'est rigolo de voir à la croisée donc de ma passion, la croisée de ma passion chien guide et de ma passion profession existe. Aujourd'hui elle s'appelle Anaïs. Elle est accompagnée de Mozart, mais en tout cas c'est très rigolo. D'ailleurs faudrait que on prenne une photo avec les chèvres en polystyrène qu'on a dans le bureau, avec Mozart et toi, parce que je pense que à côté ça doit faire une belle impression. Oui, ça peut être pas mal. Puis voir sa réaction. Des copines. Des copines, voilà. Pour l'instant, il dort. C'est vrai que donc ce parcours un petit peu scolaire en bonne compagnie, qu'est-ce que tu en retiens, toi? Est-ce qu'il y a des choses déjà qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as appris ou que tu as découvert dans cette aventure auquel tu t'attendais pas quand t'as fait ta première demande de chien guide? Auquel je m'attendais pas. Déjà, franchement, j'ai trouvé une vraie famille dans la fondation. C'est vraiment, une équipe formidable sur qui j'ai pu compter de A à Z. Et vraiment, pour moi, c'est une famille parce que, quand tu passes les classes là-bas et tout, surtout à l'âge de mes 12 ans, passer 3 semaines là-bas sans mes parents, c'est comme une épreuve parce que je l'avais jamais, ou sinon, j'étais chez ma grand-mère, donc quand c'est dans le cadre familial, c'est pas encore pareil. Je m'attendais à ce que ça soit dur, mais du fait d'avoir été entourée par eux, d'avoir les loulous qui sont là et tout ça, ça m'a vraiment fait du bien. Donc, le fait d'avoir trouvé une vraie famille dans la fondation et de savoir qu'ils sont toujours là, c'est génial, quoi. Je sais pas comment dire, mais merci, voilà. Il y a eu aussi, quand tu parles de la famille Fondation Frédéric Gaillan, c'est toutes personnes confondues, parce que je crois savoir qu'il y a des parrains qui sont très présents, il y a des familles bénévoles. Du coup, je fais un clin d'œil à quelques-unes avec qui je parle souvent, qui sont du coup familles d'accueil pour la Fondation. Il y a le service com avec qui je discute souvent, il y a toute l'équipe de la Fondation, et puis je pense qu'il y a aussi les collègues, ou je sais pas comment vous les appelez, camarades de classe peut-être? Les promos, comment ça se dit? Les amis. Non, j'avoue que... Tout simplement. Ouais, oui, vraiment, la fondation, c'est tout le monde. Hein. C'est toute personne en relation avec la fondation. C'est vraiment tout le monde confondu. Oui, autant du coup les amis que l'équipe, que la famille d'accueil, que les parrains, que c'est vraiment l'ensemble de la fondation qui est vraiment une famille et avec qui, on peut vraiment partager tout, quoi. Et du coup, on fait aussi un clin d'œil aux autres. On a déjà parlé de Bérénice, mais je sais que Marine et puis d'autres ont tout de suite capté quand j'ai mis une petite photo en début de semaine de Mozart en disant que j'avais un nouveau collègue pour les quelques jours qui arrivaient. Certains ont reconnu Mozart, d'autres ont supposé Mozart, et d'autres ont dit « Mais c'est qui ?» Parce qu'en effet, c'est aussi un réseau et comme tu dis, une belle famille et vous partagez beaucoup entre vous. Et puis, quand on a 12 ans et qu'on rentre comme ça en pré-classe, je pense que ça doit être aussi un peu particulier. C'est pas comme quand on est adulte et qu'on fait une remise chez soi. Justement, ça fait quoi pour toi? Quels étaient un peu les inconvénients ou au contraire les avantages à avoir un chien guide si jeune? Inconvénients, franchement, moi j'en trouve pas. Après, je sais que moi j'ai une relation, mes chiens c'est tout. Je vis pour les chiens. Et donc j'avoue que inconvénients, j'en trouve pas.
Bah après, enfin moi je pars du principe que t'acceptes pas mon chien, bah tu m'acceptes pas parce que il fait partie de moi. Donc bah si tu veux pas de lui, c'est que tu veux pas de moi ou qu'en tout cas bah tu m'aimes pas assez pour l'accepter. Je pars vraiment de ce principe-là. Après bon c'est sûr que par exemple tout ce qui est piscine et tout, bah certes il peut pas rentrer, mais je dirais pas que c'est un inconvénient. Enfin moi ça me gêne pas du tout de ne pas y aller parce que bah il est là et que je n'ai pas le choix. Enfin donc après forcément qu'il y en a parce que bah je me doute que pour quelqu'un ramasser les déjections, bah ça peut être compliqué. Enfin quand on est sensible, donc je sais qu'il y en a pour certaines personnes et je le dis bien quand je parle avec des non-voyants qui me demandent les inconvénients. Je peux les voir pour les autres, mais pour moi je ne les vois pas. Et avantage, bah c'est un réel soutien au quotidien qui est toujours là. On sait qu'il sera là autant dans les moments quand ça va pas que quand ça va. Au niveau de fluidité des déplacements, clairement, il y a pas de différence. Enfin là, je vois à Paris, il serait pas là. Je ne pourrais pas venir au stage, ça serait trop compliqué. Et après, vraiment en autonomie, puis en confiance en soi. Moi, Mozzarella, je m'en sens capable. Il est pas là, je peux pas. Seule à la canne, je peux pas. J'ai vraiment besoin de lui pour avoir confiance en moi et pouvoir faire le déplacement. Il approuve. Oui, c'est ce que j'ai dit, la pièce. Oui, c'est vrai que là, le quotidien de ces quelques jours à Paris, bon, même si tu es pas tout à fait en totale autonomie, parce que Paris reste trop compliqué à prendre en main, on va dire, en quelques jours, ça reste un indispensable, même là, dans les bureaux, pour avoir ton autonomie, pour te déplacer, c'est sûr que c'est plus sympa, et puis le regard aussi des gens est peut-être différent, enfin j'en suis sûre même, oui, que avec la canne, etc. Et tu nous expliquais que tu avais eu Ify quand tu avais 12 ans. Comment ça s'était organisé au quotidien? Parce que, bon, aujourd'hui je parle avec toi, mais j'imagine que c'est un projet qui est un petit peu familial quand même, parce que quand on a 12 ans, même si on est autonome et volontaire, il y a peut-être des implications du côté de tes parents. Comment ils ont vécu tout ça? Est-ce que eux, ils étaient à fond dans le projet? Je pense un petit peu oui, mais à quel point ils étaient investis au final dans ton accompagnement avec un chien guide? Bah, ils ont été investis déjà à chaque stage parce qu'il fallait m'emmener, fallait venir me chercher. Ils m'appelaient tous les soirs pour savoir comment ça se passait. Ils étaient vraiment investis pour savoir comment ça allait, comment ça se déroulait et tout ça. Après, une fois que Tiffy est arrivée, de toute façon, on avait été clair, mes parents avaient été clairs aussi avec moi, c'est moi qui ai voulu le chien, donc c'était à moi de m'en occuper, et de toute façon, c'est ce que dit la fondation, le chien, c'est à nous de nous en occuper. Donc après, moi, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de changements parce que j'ai une petite chienne domestique en plus. Ouais. Et en fait, il y a déjà moi qui m'en occupais parce que pareil, c'est moi qui l'avais voulu. Donc en fait, c'est juste que au lieu de brosser un chien, j'en brossais 2. Au lieu de donner à manger un chien, je donnais à 2. Au lieu d'en sortir un, j'en sortais 2. Je veux juste dédoubler tous mes gestes du quotidien. Mais en soi, ça n'a pas été quelque chose de nouveau à rentrer dans l'équation, ouais. C'est ça. Donc du coup, franchement, moi, ça s'est très bien fait et j'ai pas du tout eu de soucis. C'est juste que fallait dédoubler, donc forcément que le brossage, au lieu de mettre 10 minutes, tu mets 20 à 30 minutes en plus selon si bien sûr les deux ne veulent pas coopérer pile ce jour-là, ça prend un peu plus de temps. Franchement, ça n'a pas été du tout difficile et mes parents ont été là toujours pour me soutenir, mais je savais que c'était mon chien, donc c'était à moi de m'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut parler au micro. Tu veux dire bonjour? Oui, donc au final, dans les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure d'être accompagné très jeune par un chien guide, c'est qu'il faut que ce soit quand même un minimum un projet familial, parce que même si tu t'emmenais occupé, sans le soutien de tes parents, l'accompagnement de tes parents, t'aurais pas pu faire tous les stages, etc. par exemple. Ah non, parce que fallait... Ouf. Oui, gros câlin. Oui, mon beau. Du coup, la fondation... Non, fais pas un bisou au micro. Voilà. Oui, mon doudou. La fondation, elle est quand même à l'île sur la Sorgue. Moi, j'habite à Rennes. Pour y aller, il y avait quand même beaucoup de routes. De 10 à 12 ans, prendre le train seul et non-voyante, c'est quand même forcément que les parents sont un peu stressés. Même moi, je me voyais pas faire. Donc forcément qu'il fallait m'y emmener. Donc si mes parents n'auraient pas voulu me suivre, de toute façon, je n'aurais pas pu me rendre au stage, donc pas possible d'avoir un chien. Donc c'est pour ça que je dis quand même, aujourd'hui je te parle à toi, mais dans l'équation aussi, il y a certes toute l'implication quand même familiale derrière, un petit peu d'organisation, même si au quotidien c'est toi maintenant qui gères les chiens, dans la mise en place en tout cas, et l'arrivée du chien guide, t'as pas été, même avec toute la volonté du monde, tu aurais eu besoin d'un appui quand même. Oui.
On va dire ça comme ça. Mais du coup, ça, c'est à prendre en compte. C'est un projet qui doit être collectif, un minimum au sein du noyau familial. Ah bah oui, parce qu'en plus, le chien, il est quand même dans la maison là, donc si c'est pour qu'il embête tout le monde et que tout le monde soit en train de râler après et tout, ça n'a pas non plus d'intérêt. Enfin, le chien se sentira pas à sa place aussi, donc s'il est pas bien mentalement, de toute façon, il fera pas bien son travail. Enfin, c'est donc forcément qu'il faut que tout l'entourage familial proche soit d'accord et soutienne la personne et le projet pour que ça puisse bien se faire et que ça se passe bien au quotidien. Et je me demande toujours s'il y a un moment où tu as été bluffée du coup par Ifi ou par Mozart. Alors Mozart, je dirais sa mémoire. Mais je reste toujours impressionnée de sa mémoire. Il a une mémoire mais de dingue, il n'y a pas d'autre mot. Je fais une fois un trajet, il peut me le refaire vraiment, mais une semaine après. Une fois, un mois après, je le refais, il s'en souvient. C'est vraiment sa mémoire. Mais c'est à chaque fois. Voilà, même hier soir, l'a fait le matin, à l'envers, il a su me le refaire. Voilà. Oui, même dans le sens inverse, c'est ça que tu veux dire. Non, je sais pas. Il a une mémoire, c'est vraiment, ça m'impressionne. Mais à chaque fois, c'est à chaque trajet. Du coup, à chaque fois, je suis, waouh. Enfin, c'est vraiment impressionnant et je suis toujours autant épatée de sa mémoire parce que franchement, je suis à chaque fois, impressionnée. Donc il le sait, il est toujours très content de me montrer qu'il l'a retenu parce qu'il sait que c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne et après chez Ifi, je dirais que c'est sa capacité à apprendre. Elle comprenait très vite ce que j'attendais. Enfin, dès que je voulais lui apprendre un nouvel ordre, parce que j'aime beaucoup apprendre des ordres en plus à mes chiens, des petits tours, fais le beau, salut, enfin des choses comme ça, elle les comprenait vraiment très vite. Enfin, c'était très rapide. Je lui expliquais une fois et ça venait tout seul. C'était assez impressionnant du coup la vitesse d'apprentissage, ouais. Donc tu lui avais appris plein de choses en plus? Oui. Qu'est-ce que tu lui avais appris par exemple? Le 8 entre les jambes, fais la belle, salut, sauter dans les bras. Waouh. T'arrivais à la réceptionner? Oui. Ou juste les pattes avant? Non, que les pattes avant. Oui, que les pattes avant. Okay. Mais elle sautait les pattes arrière, mais fallait déjà que je chope les pattes avant, donc on n'allait pas trop demander non plus. Passer entre les jambes et donner la patte. C'est plein de petits tours comme ça que j'inventais en fait, selon ce qui me passait par la tête. Et comme ça, j'étais contente de par moment lui demander, puis qu'elle me le refasse. C'était, du coup, c'est plus un jeu que du travail. Oui. Mais c'est amusant quoi. Et pour le chien et pour son maître, donc... c'est vrai que j'apprends plein de tours comme ça à mes chiens, dès que ça me vient. C'est chouette, en tout cas. Tu nous parlais de la grande famille de la Fondation Frédéric Gaillan. J'ai rigolé, j'ai bien souri l'autre jour parce que c'était il y a un mois ou deux. Ma maman m'a ressorti... Elle me garde toujours les trucs quand ça parle des chiens guides. Elle m'a ressorti la photo pour la Fédération française des écoles de chiens guides, l'association de chiens guides, la FFAC, où il y avait eu une campagne où tu étais justement avec Ife, si je me trompe pas. Et du coup, c'est rigolo parce que sur la photo, tu étais avec deux autres bénéficiaires et elle me l'a donné en disant peut-être que ça t'intéresse. Je dis mais surtout ça m'intéresse et puis je connais. Et donc c'était très rigolo. Mais dans cette grande famille, est-ce que tu as fait une ou plusieurs rencontres peut-être exceptionnelles que tu n'aurais pas forcément faites si t'avais pas eu de chien guide dans ta vie? Du coup, il y a beaucoup de personnes. On va commencer. Bon, alors ça n'a pas d'ordre de ceux que j'apprécie le plus. Voilà, que si les personnes écoutent, elles m'en veuillent pas. Du coup, déjà par mes 2 parrains de classe, parce que c'est vraiment des personnes avec qui j'ai gardé contact et avec qui je m'entends très bien, on discute régulièrement et tout ça. Ils sont vraiment avec un grand cœur chacun. Donc franchement, mes 2 parrains de classe, c'est vraiment des personnes que je n'aurais pas rencontrées à part à la fondation. Parce que les parrains de classe, du coup, c'est les parrains de promo, ça peut être des personnalités. C'est des personnalités, donc moi, il y a Thierry Jouan qui est un écrivain, et il y a Jean-Pierre Jeunet qui est le réalisateur de films, et en particulier du fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Après, j'ai aussi 3 amis en particulier avec qui je suis encore très proche, que j'ai rencontrés là-bas. D'accord. Ou en tout cas avec la fondation. Pareil, je pense pas que je les aurais rencontrés autrement parce que nos chemins se sont croisés là-bas, ou en tout cas par la fondation. Donc sinon, peut-être qu'on se serait rencontrés autrement, mais je ne vois pas comment se serait rencontrés, sachant qu'on habite chacun dans des villes différentes. Très éloignées, ouais. C'est ça. Il y a quand même la fondation avec
la présidente, le président, les éducateurs, la famille d'accueil de Mozart avec qui je garde des très très bons liens aussi, avec qui on voit des photos régulièrement. C'est prévu que je retourne à la fondation aussi pour leur refaire un coucou, mais bon, c'est pas la porte à côté, donc ça voilà. va se faire. Mais en tout cas, c'est vraiment les personnes avec qui j'ai gardé de très bons rapports et avec qui je communique régulièrement pour donner des nouvelles, savoir comment eux vont, comment nous ça se passe et voilà, pouvoir parler et rester en contact. On voit que vraiment le mot famille s'illustre beaucoup de cette fondation avec voilà des membres plus ou moins proches, des amis comme tu dis et puis plein de personnes très investies et c'est vraiment remarquable. Et je trouve que la fondation fait un boulot de fou. Et puis, surtout, avec cette particularité, je le redis, de remettre des chiens guides à des jeunes, de 12 à 18 ans. Et on parle de 12 à 18 ans, mais au final, la prise en charge, entre guillemets, et les premiers contacts peuvent se faire largement avant 12 ans. Toi, comme tu le disais, les premiers contacts, tu les as eu autour de 10 ans, pour justement préparer, pour ceux qui le souhaitent, avoir un chien au plus jeune. J'ai une petite question de fin que je pose toujours, c'est un peu rituel. Est-ce que tu peux nous raconter quel est ton pire et ton meilleur moment, ton meilleur souvenir avec les chiens guides, avec Kifi ou avec Mozart? Un grand moment que je dirais, qui est vraiment un très beau moment que je garde en mémoire. Bon alors, déjà, faut savoir qu'il y a eu de remises de chiens, hein, mais en dehors de ça, avec Mozart et mon copain l'été dernier, on allait dans les Pyrénées et on a fait une très grande randonnée très difficile dont je me souviendrai toute ma vie, je pense. Et en fait, en haut, on est monté tellement haut qu'il y avait de la neige. Vraiment de voir Mozart, je ne l'avais jamais vu. Vraiment, les yeux se sont mis à briller tellement qu'il était heureux. Enfin, on s'est mis tous les trois à jouer dans la neige, du coup, un peu comme des gamins, clairement. Mais ça a tellement été un moment fort parce que j'avoue que la randonnée, en plus, c'était très dure, très belle. Il y a franchement pas de mot à dire. De voir Momo qui a pu suivre tout le long de la randonnée, alors que elle était quand même très longue, avec beaucoup de dénivelé. Clairement, je pensais pas qu'il allait pouvoir tenir. C'est une très belle randonnée que je garde, puis ce moment-là de neige, et puis il a réussi à traverser une cascade. Enfin, il m'a fait des choses pendant cette randonnée qui étaient vraiment merveilleuses, auxquelles, quand j'ai vu sur place, je me suis dit, mais il va jamais pouvoir la finir, et encore une fois, il m'a épaté. Mais du coup, c'est vraiment un très beau moment que je garde de nous trois. Et le pire moment... Tu nous en as sûrement déjà raconté un, je pense, avec Kifi. Oui. Et je pense que c'était un moment assez dur. C'est le plus dur, mais c'est le plus dur, on va dire, vraiment au niveau... douleur, sentiment, je sais pas comment on peut le dire. Émotionnel. Mais c'est ça, parce que c'est vraiment la pire chose qui a pu m'arriver avec les chiens guides. Parce qu'après, sinon... C'est plutôt des bons moments, sinon. C'est ça. J'ai mon chien, moi, tout me va, tout va bien. Il y a toujours les petites bêtises habituelles, mais bon, c'est pas grave, c'est drôle. Faut prendre ça à la rigolade. C'est ça, sinon on s'ennuierait, ça n'irait pas. Donc non, j'avoue que sinon, c'est que des bons moments. Bon, écoute, tant mieux. On t'en souhaite encore de nombreux. On te souhaite vraiment que du bon. Et puis, que ton avenir aussi professionnel soit aussi bien chargé et bien dans ce que tu souhaites, aussi caprin que tu le souhaites. Et puis on attendra de goûter les fromages. Enfin, moi j'ai hâte de goûter les fromages que tu produiras un jour. Tu as encore le temps, hein. Petite parole de professionnel, mais prends le temps aussi de t'installer et de réfléchir à tout ça. Et je voulais vraiment te remercier parce qu'on fait ça un peu en fin de journée, après une grosse journée de stage pour toi aussi. Et c'était vraiment l'occasion, de le faire en vrai, parce que je trouvais ça plus sympa, vu qu'on passe quelques jours ensemble, au lieu de faire ça à distance, comme on aurait aussi pu le faire, mais de profiter de l'occasion de se voir pour enregistrer en face à face. Merci à toi, merci pour ces confidences, et j'espère que ça va t'emmener encore plus loin que ça. Merci à toi aussi du coup d'avoir pris ce temps aussi du coup pour le faire, parce que c'est vrai que c'était quand même une grosse journée aujourd'hui. Donc voilà, puis Momo a participé. Et oui, on va mettre des petites photos, comme ça vous pourrez voir le gros doudou comme il est. Et puis je te dis à bientôt du coup. Oui. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. En tout cas, un grand merci à Anaïs qui a enchaîné une journée de stage avec moi et notre enregistrement dans nos bureaux, une grande première pour moi d'enregistrer là-bas et un montage express en quelques jours.
Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur mon site tout rénové futurchainguide.fr des photos d'Anaïs avec Ifi et Mozart, et bientôt, grâce à mes complices, la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, @futurchainguide, ou via des étoiles sur Apple Podcast, ou nouveautés sur Spotify. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que vous en avez pensé. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.